Bonjour Mathieu, donc toi tu as créé la boîte S'Investir Conseil et à côté de ça tu es présent aussi sur les réseaux sociaux sur des conseils en investissement. C'est quoi concrètement le private equity ? En gros, ça veut dire pas coté en bourse. En fait, les Français sont champions de l'épargne. Et donc ça, c'est un gros problème. Dans le même temps, on est les derniers de la classe niveau investissement. Private equity, c'est du temps long. Derrière, ton argent, il va dans des sociétés. Donc, ils vont utiliser cet argent pour créer de la valeur. C'est quoi la rentabilité sur private equity ? Donc, la moyenne, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 4. Bonjour Mathieu, merci en tout cas d'être sur le podcast de Grand Écart. Avec grand plaisir. Merci d'être venu pour parler de private equity. Comment t'es arrivé à ça ? C'était pas du tout prémédité. C'est-à-dire Ouais. que moi, je pensais être ingénieur pendant 43 ans. J'étais ingénieur en IA à la base. Et j'ai commencé à partager sur YouTube mes conseils, enfin en tout cas comment je gérais moi-même mes finances perso. Mhm. La chaîne YouTube a bien pris, le Covid a aidé, les gens m'ont demandé d'aller plus loin. J'ai créé une formation pour ceux qui veulent apprendre à investir par eux-mêmes. Ensuite, j'ai créé effectivement S'Investir Conseil, donc un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Je suis devenu moi-même aussi, du coup, entre-temps, conseiller en gestion de patrimoine. Tout ça depuis 6 ans. Voilà, et donc, effectivement, on fait des vidéos YouTube, des articles, on a le cabinet, formation, et voilà. Et ce qui marche le plus, c'est YouTube, le format long, moi, que j'apprécie beaucoup, dans lequel on peut aller en profondeur sur les sujets. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes des gens sur leur placement financier, finalement, c'est ça ? Ouais. Sur comment diversifier, comment placer son argent. Tu saurais me dire, aujourd'hui, c'est quoi l'épargne moyen des Français ? Ouais, alors il y a la Banque de France qui publie des études tous les trimestres. Okay. Et on sait que en moyenne, un Français a un foyer français, donc un ménage, c'est 25 000 € sur des comptes non rémunérés, des dépôts à vue, ils appellent non rémunérés. Donc ça déjà, c'est assez catastrophique. Hein. C'est beaucoup trop, parce que là, normalement, tu es censé mettre au niveau de ton compte courant que pour tes dépenses courantes. Et tout le reste doit à minima être sur un livret A qui, lui, va au moins être un petit peu rémunéré. Donc ça, c'est la première brique. Ensuite, dans les stats de la Banque de France, on voit qu'il y a en moyenne par foyer 50 000 € de côté aussi sur des livrets rémunérés. Donc là aussi, c'est encore beaucoup trop parce que 50 000 €, là, l'idée, c'est de mettre uniquement l'épargne de précaution. Et 50 000 € en moyenne, c'est beaucoup. Tu dois mettre 3 à 6 mois de dépenses max parce qu'ensuite, on sait que l'inflation va rattraper. Et depuis 1900, le livret A, il n'a pas rapporté d'argent. Il a fait perdre ça, j'ai entendu, moins de 3,9% par an. Donc ça, c'est de la perte de pouvoir d'achat. Donc là, on a 25, 50, on a 75 000 en fait, surtout sur des produits soit non rémunérés, soit très peu, et net d'inflation vraiment désastreux. Et ensuite, en moyenne, on a aussi à peu près par foyer autour de 70 000 € en assurance vie. Et là, en assurance vie, ça peut être aussi assez catastrophique parce qu'on a donc pour la plupart, c'est des contrats traditionnels avec énormément de frais qui vont ne pas apporter de performance sur la durée. Nous, on reçoit plein de clients qui viennent nous voir, regardez, j'ai 300 000 € sur mon assurance vie depuis 10 ans, ça ne m'a rien rapporté, est-ce que c'est normal ? Absolument pas. Les marchés financiers sur les 10 dernières années, même l'ensemble des classes d'actifs ont généré de la valeur et vous auriez dû au moins faire x2 sur cette période. Avoir 600 000 € là, il y a 300 000. Donc clairement, il y a des choses à faire. Comment ça se fait que ça n'a pas été rémunéré à hauteur ? Alors, dans ces 70 000 €, il y a en moyenne 75% de fonds euros. Donc, sur assurance vie, aujourd'hui, il y a 2000 milliards d'euros sur les assurances vie des Français. Et il y a 75% qui sont mis sur du fonds euro. Et le fonds euro, c'est un peu le livret A de l'assurance vie. C'est le fonds garanti, en fait. C'est le fonds de garantie. Ça rémunère mieux que le livret A, certes. Mais sur le long terme, on ne va pas chercher énormément de performance. Donc ça, c'est le premier point qui fait que les assurances vie aujourd'hui rapportent peu, parce que la plupart de l'argent dessus ne gagne pas en performance à long terme, n'est pas exposé à des vraies classes d'actifs productives. Parce que selon toi, il faut être sur des profils plus risqués pour générer justement plus de rendement et plus de rentabilité. Obligatoirement.
c'est mathématique, quoi. Donc, sur fonds euros, tu es plafonné. Tu ne vas pas chercher très loin. C'est un peu comme un livret A. Et en plus de ça, si déjà tu as beaucoup sur ton compte courant, tu as beaucoup sur tes livrets et sur l'assurance vie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur du fonds euro. Du fonds, ouais. Non risqué, finalement. Donc ça, c'est très dommage. Ouais. Et toi, tu es là pour conseiller justement avec des risques mesurés ou pas forcément mesurés? Alors, tout dépend du profil de risque. C'est-à-dire quelqu'un qui est jeune, qui a un horizon de placement très long terme devant lui, qui est OK pour sur une partie, en tout cas, de son argent, aller chercher du risque, let's go. Et il y a plein de classes d'actifs aujourd'hui qui vont générer beaucoup plus de valeur. Historiquement, les marchés financiers, donc la bourse, a généré 10% par an. Donc, générer 10% par an versus un fonds euro qui va te rémunérer du 2%, et pour les meilleurs fonds euros, 3 peut-être, 3,5%, ça n'a rien à voir sur le long terme. J'avais fait un petit calcul d'ailleurs. Si tu mets ton livret A au plafond, donc 22 950 €, qu'il est rémunéré comme actuellement à 1,7% par an, il te faut 224 ans pour devenir millionnaire. Waouh! Donc tu peux devenir millionnaire avec le livret A, mais il te faut plusieurs vies. Ouais, plusieurs vies. C'est ça. Ça passe en génération. Voilà. Alors peut-être le livret A est accessible à des associations. Peut-être des associations pourraient tenir 224 ans. A contrario, si tu génères, au lieu de 1,7, tu génères 10% par an. Donc par exemple, avec de la bourse, avec du private equity, on va en parler, eh bien, il te faut plus de 224 ans, il te faut 40 ans. Et là, Déjà, c'est un peu plus réaliste. Ça devient beaucoup plus réaliste. Ouais. Et là, c'est uniquement si tu places 22 950 €. Si, en plus de ça, tu places un petit peu plus tous les mois, tu as une capacité d'investissement mensuelle et que peu à peu, en fait, alimentes de plus en plus, peut-être que ces 40 ans vont diminuer à 35, 30 ans. Après, l'objectif de tout le monde n'est pas de devenir millionnaire. Donc peut-être l'objectif, c'est de créer en tout cas une épargne et de faire fructifier en tout cas son épargne. Parce que si je reprends ma question, c'est-à-dire que là, tu parlais de 25 000, 70 000 et encore 70 000 €. Donc on serait sur à peu près 140 000, 150 000 €. Donc 25 000 sur compte courant, 50 000 sur les livrets et 70 000 à peu près sur l'assurance vie. Donc ça te fait, ça fait 120, 140, ça fait 140, 150 par là, en moyenne. En moyenne, ouais. L'épargne des Français, ok. Et donc, du coup, la grande partie de cette épargne n'est pas investie sur le long terme sur des classes d'actifs génératrices de performance. Et donc, ça, c'est un gros problème. En fait, les Français sont champions de l'épargne. Tu regardes les études sur l'OCDE, on a 19% de taux d'épargne. Depuis le Covid, d'ailleurs, je crois, il y a encore plus. Donc ça, on est les champions. Ouais. Mais dans le même temps, on est les derniers de la classe niveau investissement. On est juste de côté. Et ça, c'est catastrophique sur le temps long. Tu penses que c'est par rapport à un manque de connaissances ou c'est une peur du risque, au contraire? Alors, je pense que les deux sont liés. Ouais. Quand tu manques de connaissances, tu te dis que c'est risqué, tu as peur et tu comprends pas l'opportunité qu'il y a derrière. C'est aussi lié au fait qu'on a cette culture plutôt immobilier. Pour nous, pour les Français, l'investissement, c'est la pierre, ça doit être du tangible, etc. Voilà, moi, j'essaye de démystifier un peu tout ça parce que tout ça n'est pas forcément vrai. On en a parlé dans la voiture, c'est clair. Et puis, ça vient aussi tout simplement de un peu l'État-providence. Jusqu'ici, tout le monde a eu sa retraite par répartition. Jusqu'ici, l'État a assuré un petit peu nos arrières. Là où dans des pays comme le Royaume-Uni, comme un peu l'Allemagne aussi, et bon, l'exemple phare, c'est les États-Unis, où la retraite est essentiellement par capitalisation. Donc tu dois préparer toi-même ta retraite, sinon tu n'as rien du tout. Et tu es laissé sur le carreau, tu finis à la rue littéralement. Donc tu es obligé de faire les choses toi-même, donc tu es obligé de t'éduquer financièrement pour comprendre, pour bien investir. Voilà, en France, comme on est aidé, alors jusqu'à présent, parce que on le sait tous, le système est un petit peu à bout de souffle. Et ceux qui prennent, selon moi, ceux qui ne prennent pas le virage aujourd'hui seront laissés sur le carreau. Je ne sais pas si ta génération, ma génération, auront la même retraite qu'aujourd'hui.
Bon, moi, je suis convaincue déjà depuis quelques années que non. J'en aurais pas, à titre personnel, c'est pour ça que j'investis. Mais après, on n'a pas de boule de cristal, mais après, ça reste des convictions et comment on voit les choses. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent au jour le jour et ils ne se posent pas toutes ces questions. Mais moi, je te rejoins sur ta vision, en tout cas. De toute façon, même si nos générations auraient les mêmes retraites qu'aujourd'hui, c'est déjà assez catastrophique sur le plan juste du taux de remplacement. Donc ça, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui nous dit, quand tu passes à la retraite, en moyenne, un Français perd 25% de ses revenus. Si tu es cadre, tu perds en moyenne 50% de tes revenus. C'est énorme. Et si tu es une profession libérale ou indépendante, tu perds en moyenne 60% de tes revenus. Donc, si tu n'as pas assuré tes arrières toi-même, déjà aujourd'hui, tu ne vas pas vivre décemment. Ouais, ma mère, c'est clairement profession libérale, clairement le cas. Typiquement, 60% de revenus en moins. Et on voit aussi la tendance de l'allongement de la durée de cotisation. Donc, tu auras moins de revenus à la retraite et en plus, tu les auras plus tard. Donc, en fait, selon moi, aujourd'hui, l'éducation financière, c'est une nécessité. Il faut prendre le virage aujourd'hui. Sinon, vraiment, tu vas finir sur le carreau. Et ça, les Français le comprennent de plus en plus. Il y a une recrudescence, un engouement, un enthousiasme sur l'éducation financière. Tous les ans, moi, je vois sur mon site internet, pour la petite anecdote, le 2 janvier, un pic. Ah ouais ? Les bonnes résolutions, pas le 1er janvier, parce que tu es encore un petit peu dans le flou de la soirée, etc. Mais le 2 janvier, précisément, nous, on a un pic. C'est drôle, ça. Et c'est très net de visite de notre site internet. Donc, de remettre les finances à flot et de créer vraiment du revenu, en plus de son revenu, soit salarié, soit entrepreneur. C'est ça, se créer une source de revenus à partir de ton épargne, à partir de ton capital, pour ne pas dépendre uniquement de ton travail. Intéressant. Et du coup, moi, je voulais parler du private equity parce que c'est quelque chose dont on parle peu, qui était réservé aux institutionnels, comme on s'est dit tout à l'heure, et qui aujourd'hui s'ouvre aux particuliers. C'est quoi concrètement le private equity ? Alors, private equity, alors déjà, c'est des termes anglais, ça veut dire private, ça veut dire privé. En gros, ça veut dire pas coté en bourse. Ok. Public equity, ça veut dire coté en bourse. Public, ça veut dire que le public peut l'acheter facilement en bourse. Private, ça veut dire, c'est pas coté. Et equity, ça veut simplement dire action. Donc, c'est une action non cotée en bourse. À partir de là, en fait, ce que c'est concrètement, si tu investis dans la boulangerie en bas de chez toi, qui est très probablement pas cotée en bourse, tu investis déjà dans le private equity. Si ton oncle crée une exploitation agricole et que tu mets un peu de capital avec lui, tu investis aussi en private equity. Personnellement, j'ai 2 sociétés, j'ai du private equity, elles ne sont pas cotées en bourse. Ok. Voilà, alors maintenant, il y a le plan investissement, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas un oncle ou la possibilité d'investir en bas de chez soi dans la boulangerie. Par contre, aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'investir dans des startups qui se lancent, dans des fonds de private equity, donc des fonds gérés par des professionnels qui vont sélectionner des actions non cotées, des sociétés non cotées, qui vont les rassembler dans un fonds commun et dans lequel tu peux mettre 1 000 €, par exemple, et détenir donc une partie de ce fonds qui lui-même détient plein d'entreprises non cotées en bourse. Donc, c'est ça le private equity, c'est tout simplement devenir copropriétaire, devenir actionnaire de sociétés qui peuvent être donc des PME, des ETI, ça peut être des très grosses boîtes qui ne sont pas cotées en bourse. Une grosse boîte pas cotée en bourse, c'est Chanel, par exemple. Chanel n'est pas cotée en bourse. Donc on pourrait investir... Alors, le capital est fermé, mais si tu devenais investisseuse chez Chanel, tu investirais dans le private equity. Ouais. Les grosses boîtes du private equity aujourd'hui, c'est OpenAI, ChatGPT. On connaît aussi tous les licornes comme Mistral AI chez nous, Doctolib, Blablacar, Conto. Tout ça, c'est du private equity. Toutes ces sociétés ne sont pas cotées en bourse. Et si tu avais eu le nez creux, eh bien, à un moment donné, ils ont demandé des... Alors, pour certaines, typiquement Conto, moi j'ai investi sur Conto, j'ai mis 1 000 € sur Conto. Ok. Au début, quand ils ont créé la il y a 3 ans. Okay. Donc, Conto, qui est une banque en ligne, ils ont fait un appel de fonds auprès de tout le monde. Tout le monde pouvait investir
donc sur un site de crowdfunding, tu vois, donc appel à la foule. Voilà, on a besoin d'argent pour financer nos activités. Et tout le monde pouvait investir dans Conto. Tu vois, j'ai mis de l'argent aussi sur Finari, typiquement. Finari aussi, société d'éducation financière, de gestion, etc., de budget. Tout le monde pouvait investir dessus. Et après, il y a un moment donné où ça se ferme. Tu peux plus investir. Par exemple, là, aujourd'hui, c'est... C'est fermé aujourd'hui, tu peux pas investir dessus. Finari, ils ont levé des fonds, Conto aussi d'ailleurs, mais auprès d'institutionnels. Donc, pas accessible directement, toi, avec tes 1000 euros. Mais par contre, ça peut être possible via des fonds. Justement, on pourra, je pense, rediscuter des fonds. Ça, c'est important parce que selon moi, c'est la meilleure manière aujourd'hui d'investir dans du private equity. Mais pour expliquer ce que c'est quand même le private equity, le private equity, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 70-80, à la base juste pour financer des sociétés qui ont besoin d'argent. Voilà. Et ça arrivait à la fin des 30 Glorieuses parce qu'on a compris qu'il y avait un chômage qui arrivait et qu'il fallait booster l'économie, notamment française, notamment en Europe. Bon, ça a plutôt émergé aux États-Unis. Et donc, on s'est dit, on a besoin d'argent, ces entreprises ont besoin d'argent. Il va falloir créer des véhicules pour que ces sociétés puissent être financées. Et au début, c'était essentiellement des institutionnels, donc des assurances. Donc typiquement, pour citer des noms, comme ça parle à tout le monde, mais Generali, AXA, Allianz, voilà, des assurances. Les assurances, le business de l'assurance, c'est j'encaisse plein de primes et des fois j'ai des sinistres à payer. Mais la plupart du temps, j'ai beaucoup de cash. Et ce cash-là, je peux en investir une partie finalement. J'ai besoin de le garder parce que si un jour il y a des gros sinistres, j'ai besoin d'avoir un coffre-fort solide. Mais j'ai beaucoup de cash. Et les assurances donc, investissent notamment, pas que, mais beaucoup en private equity. Les fonds de pension aussi, alors c'est plus connu outre-Atlantique aux États-Unis, mais une grosse partie de la retraite aux États-Unis marche avec ces fonds de pension. Donc, c'est des mastodontes qui vont récolter l'argent des épargnants et qui vont investir une partie en private equity. En général, l'ordre de grandeur, c'est 20-25% des grosses fortunes, des institutionnels qui sont investis en private equity. Il y a aussi des fonds d'université, tu vois, Princeton, Yale, etc., qui ont du private equity. Donc avant, si tu n'avais pas 10, 20, peut-être 30, voire 50 millions d'euros à mettre sur la table, tu ne pouvais pas investir en private equity. Sauf avec ton oncle, s'il montait... éventuellement. Mais l'accès à des véhicules, des fonds de private equity, etc., ça n'existait pas. Et pourtant, peut-être qu'on en parlera, mais le private equity a plein d'atouts, notamment la performance. L'atout phare, c'est que ça a été beaucoup plus performant que la bourse. Historiquement, on a connu sur le private equity autour de 14% de performance annuelle. Donc ça, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et les meilleurs fonds vont jusqu'à 20-25% de performance annualisée nette. Aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore. Ok. Et donc, les plus fortunés ont à minima 20-25% de private equity en portefeuille. Ah, c'est intéressant ça. Et aujourd'hui, l'opportunité, c'est que ces fonds professionnels, donc avant, il fallait 20-30 millions. Aujourd'hui, ils deviennent accessibles. Alors, pas tout à fait aux mêmes conditions, peut-être qu'on en parlera, mais quand même de qualité assez exceptionnelle, des 1000 euros aujourd'hui. Okay, donc là, c'est ouvert tout le monde, aux particuliers. Voilà, tout un chacun aujourd'hui peut investir en private equity et accéder à cette classe d'actifs précédemment réservée aux riches, réservée aux plus fortunés, parce que notamment, gros ticket d'entrée nécessaire. Et pourquoi ils investissent ? Parce que c'est une super classe d'actifs qui finance l'économie et qui a apporté historiquement énormément de valeur. Et aujourd'hui, donc le private equity, donc c'est accessible à tout le monde. Et le ticket d'entrée, c'est 1000 euros ou ça dépend des supports peut-être. C'est quoi le ticket d'entrée ou le ticket moyen si tu l'as ? Alors, à partir de... Aujourd'hui, on peut investir en private equity à partir de
1 euro sur certaines plateformes. Mhm. Les très bons fonds, quand même, commencent à 1 000 euros. À 1 000 euros sur une assurance vie ou même sur un PEA-PME ou sur un PER, plan épargne retraite. Tu as accès à des fonds de très grande qualité aujourd'hui. Donc des fonds qui vont investir eux-mêmes sur plusieurs sociétés. Ou des fonds de fonds. Donc un fonds qui investit lui-même sur des fonds, sur des grands fonds institutionnels et qui eux-mêmes investissent sur des sociétés en private. Et donc le fonds de fonds te permet d'avoir une encore plus large diversification. Parce que ça, c'est très important sur le private equity. On n'en a pas parlé, mais donc tout le monde connaît l'investissement en start-up. On a cité quelques exemples de start-up. Le problème avec les start-up, c'est que plus de 90% d'entre elles font faillite à horizon 5 ans. 5 ans, ouais. J'avais vu ça. Donc si tu n'as pas dans ton portefeuille des centaines de boîtes, tu prends de très gros risques. Si tu investis dans 2-3 boîtes, 2 startups ou 3 startups, tu as une grande probabilité de faire moins 100%, de tout perdre, en fait, parce qu'il y a une grande probabilité que les 3 fassent faillite dans 5 ans. Et donc, tu as besoin d'avoir une large diversification en private equity si tu veux lisser ton risque et avoir la performance moyenne du private equity qui est déjà assez exceptionnelle. Donc, 1 000 euros pour ces fonds-là. Et puis, pour les fonds d'encore plus grande qualité, même si c'est déjà très, très bien, à partir de 100 000 euros aujourd'hui. Là, il y a des fonds vraiment assez exceptionnels. Mais voilà, c'est 100 000 euros. 100 000, ok. 100 000 euros. Donc, nous, on en distribue chez S'Investir Conseil. Et c'est par appel de fonds. Donc, en fait, tu payes sur 5 ans 20 000 euros par an. Oui, j'avais lu ça, que c'est échelonné, en fait, en termes de paiement. Tu ne payes pas, si tu dois rentrer sur 100 000 euros, tu ne payes pas 100 000 dès l'entrée. En fait, c'est réparti sur des appels de fonds, c'est ça? Exactement. Ok. Ouais. Et à chaque fois qu'ils ont un besoin, en fait, ils font un appel. Voilà, alors souvent, c'est quand même... Enfin, c'est tout le temps d'ailleurs prévu, quoi. Il y a un calendrier d'appel de fonds. Calendrier, ok. Il y a des échéanciers prévisionnels comme on a dans l'immobilier neuf. Voilà. Donc, c'est un peu pareil. En général, c'est 10 000 euros tous les 6 mois. Ça fait 20 000 euros par an sur 5 ans. Et la durée de vie d'un fonds en private equity, c'est quoi? Combien de temps il faut le garder, en fait? Durée de vie moyenne, c'est 10 ans. 10 ans. Alors, il y a des fonds qui sont, qu'on appelle evergreen. Ça veut dire que leur durée de vie, c'est infini. Enfin, il ne se liquidera jamais. Sauf si la société tombe, la société de gestion. Mais même si la société d'ailleurs de gestion tombe, tu restes propriétaire des parts, du sous-jacent, etc. Mais bref. Donc les fonds typiquement accessibles à 1 000 euros sur assurance vie, il y en a beaucoup qui sont evergreen. Donc sans durée, il n'y a pas d'échéance. Tu peux le détenir autant de temps que tu veux. Par contre, la recommandation, c'est de les tenir au moins 10 ans. Et en général, d'ailleurs, c'est bloqué. Tu ne peux pas les retirer dans les 5 premières années. Oui, c'est ça, c'est Sous bloqué peine de 5 pénalité. ans. Ouais. Private equity, c'est du temps long. Parce que derrière, ton argent, il va dans des sociétés, non cotées, qui ont besoin de financement. Donc, ils vont utiliser cet argent pour créer de la valeur. Mais la valeur, elle ne se crée pas en quelques mois. Donc, elles ont besoin d'un temps long pour financer l'activité, pour aller conquérir des parts de marché, etc. Donc, l'horizon de placement, c'est 10 ans. Et pour les fonds à appel de fonds, le fonds, généralement, il est liquidé au bout de 10 ans. D'accord. Donc, en fait, ce que le fonds fait, il appelle les fonds, donc 20 000 euros par an, il les investit progressivement. Et un cycle de private equity dans ce genre de fonds, c'est à peu près 6 ans. Donc les 20 000 euros qui ont été appelés la première année, 6 ans plus tard, ils vont commencer à distribuer de l'argent aux investisseurs. Ils vont commencer à vendre des sociétés qu'ils ont en portefeuille, qu'ils ont réussi à redresser, à revendre plus cher, etc. Et ensuite, la 7e année, pareil, la 8e année, pareil, avec l'argent perçu progressivement, il liquide peu à peu le fonds et au bout de 10 ans, normalement, il te rend tout ton argent, si possible, avec une plus-value intéressante. Et d'ailleurs, c'est quoi la rentabilité sur le private equity?
Donc, la moyenne, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 14% par an. 14, ouais. Donc, ça, c'est énorme. Hein. Si tu fais le comparatif avec la bourse, donc on parlait tout à l'heure de 10% par an. Quand tu fais le calcul des intérêts composés, gagner 10% par an versus gagner juste 11% par an, tu te mets sur une exponentielle complètement différente. Ça va vraiment beaucoup plus vite. Tu veux dire que ça juste fait la 1%, différence. ça fait énormément de différence. Et donc 4%, c'est énorme. Quoi. 4% en plus, c'est énorme. Donc ces fonds-là, c'est ce qu'ils visent en général. Ils visent un TRI, un taux de rendement interne, donc une performance annualisée autour de 13-14. Pour les plus agressifs, ils vont viser du 18% par an. Voilà. Personne ne se risque à dire 20-25, même si historiquement, on a vu plus d'un fonds générer ce genre de performance. Et à contrario, ça serait quoi le risque ? Alors effectivement, il y a beaucoup de risques. On en a parlé un petit peu avec les startups. Oui. Donc ce qu'on appelle le venture capital. Donc ça, c'est le capital risque. Ça, c'est le capital risque, oui. Ça, c'est donc En fait, il y a 4 segments. Les segments, oui, c'est ce que j'avais vu. Ouais. Il y a 4 grands segments dans le private equity. Donc venture capital, je finance des startups. 9 sur 10 vont se casser la figure. C'est très risqué. Donc il faut diversifier très largement. Après, il faut quand même diversifier partout. Hein, c'est le maître mot de l'investissement en général. Après, tu as le growth, donc le capital développement. Donc ça, c'est des entreprises qui sont en croissance, qui sont sur un marché régional et elles veulent devenir nationales, par exemple. Tu as le LBO. C'est un peu technique, mais c'est juste pour dire que c'est des entreprises matures et on va, avec un effet de levier, emprunter de l'argent pour racheter, le fonds va acquérir une part majoritaire de la société, va la restructurer et va ensuite essayer de la revendre bien plus cher. Et puis, tu as le capital retournement. Là, c'est des sociétés qui sont en perte complète de vitesse. Ouais. Le fonds va la racheter et va essayer de la redresser. Et là, c'est comme le venture, très risqué. 9 sur 10 aussi finissent quand même par se casser la Mais comment tu sais à quel segment elles en sont ? Alors ça, tu vois à leur business assez facilement. C'est-à-dire que si aujourd'hui la société n'est pas rentable, elle est très jeune et elle est sur un marché plutôt de niche, etc., a priori, c'est une start-up. Si la société est très mature, très rentable déjà, là, tu peux être sur du LBO, par exemple. Et si la société est en train de se casser la figure, tu es sur du capital retournement. Et donc, pour revenir sur les risques, déjà, tu as le risque de perdre de l'argent, comme tout investissement. Ça, il faut être prêt à prendre ce risque-là quand tu investis ton argent. Donc ça, c'est investir comporte des risques. Ça, c'est la base. Là, il n'y a pas de fonds garantis. Tu perds tout, tu places et c'est all-in, quoi. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. En gros, si je résume. Voilà. Après, il y a des choses à faire pour minimiser ce risque, comme diversifier. C'est-à-dire, tu n'achètes pas qu'un fonds, par exemple, de private equity, parce que tu sais que ce fonds, il peut générer une performance négative. Et si tu en achètes 2, 3, 4, tu vas bien lisser et tu as beaucoup moins de probabilité de perdre de l'argent. Pareil, tu n'achètes pas du private equity que une année. Tu en achètes un petit peu tous les ans. Parce que si tu te places sur imaginons que tu investisses aujourd'hui, tu te places sur le cycle économique, puisqu'à peu près en fond c'est 10 ans, tu te places sur le cycle économique qui va arriver dans les 10 prochaines années. Ok, ouais. Si c'est un mauvais cycle économique, même si tu as diversifié sur plusieurs fonds, ça peut être assez compliqué. Donc, ce que tu fais, c'est que tu investis cette année, mais aussi l'an prochain, aussi dans 2 ans, dans 3 ans, tu investis un petit peu continuellement. Et comme ça, tu te places sur différents cycles économiques et différents points d'entrée. Donc, il y a plein de choses à faire pour minimiser ces risques. Et ce qu'il faut, moi, je pense, rappeler aussi, c'est que ne pas investir, c'est encore plus risqué que d'investir. On en parlait avec l'inflation. Tu laisses sur ton compte courant, c'est la garantie de perdre du pouvoir d'achat. C'est la garantie de perdre de l'argent. Ouais, t'en gagnes pas, mais ton argent reste. Ton argent reste, mais vaut de moins en moins cher. Ouais. Oui, il n'y a plus aucune valeur derrière. Pour donner un ordre d'idée, moi j'aime bien cet exemple. En 1960, une voiture d'entrée de gamme, ça coûtait 730 €. En francs à l'époque. Ouais. Mais aujourd'hui, il te faut minimum 10 000 € pour acheter une voiture neuve. Ouais, minimum, mais même tu dois attendre longtemps avant de l'avoir. Une baguette de pain en 1960, ça coûtait 2 centimes. Aujourd'hui, plutôt 1 €.
Voilà, donc si tu laisses ton argent ne pas travailler, certes, c'est le même montant, mais dans 5 ans, dans 10 ans, il vaut beaucoup moins d'argent. Il vaut beaucoup moins. Depuis 2020, on a eu une inflation cumulée de 15%. Tu laisses 10 000 euros sur ton compte courant, tu as perdu 1 500 euros. Tu ne le vois pas. Non. Mais ce que tu peux acheter avec ces 10 000 euros, c'est 1 500 euros de moins. Donc, donc pour revenir sur le risque, voilà, il y a des risques, mais il y a des risques partout en fait. Tu ne peux pas échapper au risque. Le risque financier, il est partout. Et le pire risque sur la durée, c'est de rien faire parce que là, tu es sûr que tu vas perdre de l'argent. Enfin, il y a un risque assez important en private equity, c'est le risque de liquidité. Tu n'investis pas en private equity si tu as besoin de cet argent demain. Parce que sortir du private equity, c'est très dur. Il faut attendre les 10 ans. Il faut attendre... Tu ne peux pas sortir avant. Voilà. Ou très difficilement. Et si tu peux sortir, tu sortiras avec une décote. Tu auras perdu de l'argent. Et là, on en revient à ce que tu fais, parce que cet argent, comme tu le mets dans des sociétés, elles ne peuvent pas te le rendre comme ça. Oui, elles ne peuvent pas le sortir d'un coup. Pas du sortir jour au si lendemain. elles ont utilisé cet argent pour acheter des machines, pour embaucher. Elles l'ont plus, là. Là, il faut attendre 10 ans avant qu'elles aient généré de la valeur pour le retrouver. Et donc, c'est ce qu'on appelle le risque de liquidité. Donc, c'est pas vrai en bourse, par exemple. En bourse, tu vends et t'achètes comme tu veux. En un clic. Liquide, Voilà, c'est très liquide. Même s'il ne faut quand même pas le faire. Sur la bourse, c'est aussi sur le long terme, sur 10 ans, parce que c'est très volatile. Et globalement, si tu investis, juste si tu laisses ton argent en bourse un jour, tu as une chance sur deux de perdre. Globalement, tu as une séance sur deux. C'est la loi des grands nombres. Sur les grands nombres, tu as une séance sur deux qui est en négatif. Et une séance sur deux qui est en positif, en bourse. Donc, si tu veux avoir les probabilités avec toi en bourse, il faut tenir sur le long terme également. Mais donc, pour revenir au private equity, si tu veux sortir vite, soit tu ne pourras pas, soit on va te dire « Ok, mais tes 1 000 euros, on ne pourra t'en rendre que 800. » Voilà, des cotes. Donc ça, c'est un risque. Et Alors, il y en a certains qui disent « Mais ce n'est pas un risque parce qu'on le sait d'avance. » C'est prévu, tout ça, c'est dans le contrat en fait. Voilà, le risque, c'est que si tu n'as pas prévu, si tu n'as pas anticipé ça, tu te retrouves un petit peu dans la merde. Donc, quand tu investis, évidemment, tu as de l'épargne de précaution, tu as ta ceinture de sécurité, tu sais anticiper s'il y a des aléas financiers, des nouvelles factures ou autres, il t'arrive un couac, tu as de l'argent à côté pour y subvenir et tu ne vas pas piocher dans ton private equity. Ça me fait, je vois ce que tu veux dire. Du coup, ça me fait rebondir sur une question. À qui tu conseillerais justement d'investir sur... quel type d'investisseur finalement tu conseillerais d'investir sur le private equity? Alors, le private equity, aujourd'hui, comme c'est accessible vraiment à tout le monde, selon moi, quand on commence à avoir déjà investi en bourse, peut-être un petit peu en immobilier, en physique ou sur de l'immobilier papier, les SCPI. La pierre d'après, la diversification d'après, pour moi, c'est le private equity. Pour moi, il y a les deux piliers, c'est bourse, IMO. Et la pierre juste ensuite, c'est le private equity. Si aujourd'hui, tu as un patrimoine de 1 000 euros, bon, franchement, ça va créer beaucoup de complexité pour pas grand-chose, de rajouter du private equity, ce risque de liquidité, etc. Si par contre, tu as déjà 100 000 euros, tu as 50 000 euros en bourse, tu as 30 000 euros sur des SCPI, tu as 10 000 euros sur un très bon fonds euro, bon, et tu veux ajouter une brique supplémentaire à ta pyramide de patrimoine, mettre 10 000 euros sur du private equity, donc 10% de ton patrimoine, c'est pas déconnant. Ok. On n'a pas parlé des avantages. On en a parlé un peu par le rendement, mais ça serait quoi les autres avantages d'investir dans le private equity? Alors, l'avantage numéro 1, c'est la performance. Parce que, du coup, quand tu es un investisseur, bon, si ça rapporte rien, franchement, on n'irait pas, quoi. Quand tu prends du risque, tu veux une rémunération. Deuxième avantage, l'effet diversificateur, puisque ce n'est pas corrélé au marché financier, puisque ce n'est pas coté en bourse, tu n'as pas la volatilité de la bourse. C'est corrélé, ça peut être corrélé à l'économie, au cycle économique. La bourse aussi, mais la bourse peut être décorrélée des cycles économiques. Donc finalement, tu as une certaine forme de décorrélation avec ce que tu peux avoir par ailleurs. Et ça, c'est très important
quand tu crées un patrimoine avec une surface financière qui devient un peu importante, c'est important d'avoir des actifs qui varient dans des sens contraires. C'est-à-dire des sens contraires. Par exemple, tu as 100 000 euros, tu mets 100 000 euros en bourse, demain il y a un crack, les marchés font moins 50%, Okay, ouais. Tu dors très mal la nuit. Tu as 100 000 euros, tu mets 50 000 euros en bourse, tu mets 30 000 euros en SCPI, tu mets 20 000 euros en private equity, demain il y a un crack, tu te dis, bon, ça ok, c'est mort, mais j'ai ça. Ça a bien baissé, Ok. je panique pas, c'est normal, c'est le long terme, la bourse. Mais de l'autre côté, j'ai des SCPI qui continuent de me verser des loyers tous les mois, et j'ai du private equity qui pour l'instant se passe bien, qui a bien investi, qui a un non-coté, qui n'est pas directement impacté par le crack, etc. Donc ça, c'était le deuxième avantage, la diversification. Alors, troisième avantage, c'est qu'il y a un vrai sens à ton investissement. Ça peut parler à certains, mais tu finances vraiment là, des boîtes qui ont besoin de financement, des PME françaises, ETI. Là, tu participes vraiment à l'économie. Parce que parfois, c'est le reproche qu'on fait à la bourse. La bourse, c'est le bon coin des actions. Hein. Tu achètes des actions à des revendeurs d'actions. Oui. Quand tu achètes une action, quand tu mets 100 euros sur Apple, ça ne va pas dans les poches d'Apple. C'est juste un revendeur, un gars qui avait une action Apple avant, qui dit « Ouais, moi, je veux bien te la vendre. Apple ne voit pas passer tes 100 euros. Là, quand tu mets 100 euros dans du private equity, ça va financer les sociétés que tu finances. Vraiment. Ouais, donc, tu participes quelque part à l'économie, finalement. Clairement. Ouais. Clairement, tu finances. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de politiques qui se disent « Ça serait bien d'inciter les Français à investir en private equity. » Ils ont déjà contraint les PER pilotés d'investir une part minimum en private equity. Parce qu'ils se disent, ouais, c'est génial pour l'économie française. Favoriser l'économie, oui. Et ça va de plus en plus dans ce sens. La BPI sort de plus en plus de fonds en private equity qui financent. Là, ils ont sorti un fonds pour financer la défense européenne. Oui, j'ai entendu parler de ça, ouais. Voilà. Donc ça, c'est les 3 gros avantages du private equity. Ok. Et comment tu fais pour repérer les entreprises, finalement ? Celles sur lesquelles tu dois investir, qui sont intéressantes, ou en tout cas les signaux faibles à regarder, s'il y en a. Alors, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure que tu pouvais investir sur des licornes, sur les potentiels futurs licornes. Tu ne le sais pas quand tu investis au début. Alors moi, je déconseille quand même d'investir sur des boîtes individuellement. Okay, donc, je déconseille d'investir sur des startups déjà. Alors même si je l'ai fait, mais je n'ai pas mis beaucoup, moi. Par rapport à mon patrimoine financier, ça ne représente vraiment pas beaucoup. Tu as tout perdu? Non. J'ai pas tout perdu. Non, mais je disais que j'avais investi 1 000 euros dans Conto, j'avais investi un petit peu dans Finari. Ça, c'est pas ce que je recommande, même si je l'ai un peu fait. C'est plutôt des investissements un peu coup de cœur, voilà, un petit peu, voilà. Bon, ça va, mais après, moi, la grosse part de mon patrimoine investi en private equity, c'est sur des fonds de private equity. Ok. La différence, ça serait quoi? Donc, la différence, c'est qu'au lieu de sélectionner toi-même des entreprises comme ça que tu vas mettre dans ton portefeuille et en fait, tu sais pas vraiment où elles vont et tu ne connais pas les dirigeants, tu n'as pas analysé vraiment le business model, tu n'as pas accès à leurs chiffres, etc. Tu ne sais pas vraiment où tu vas. Aujourd'hui, il y a même des comment on appelle ça, des clubs de private equity. En gros, pour accéder à des deals, tu dois payer 2 000 euros par an. Ils prennent des frais énormes. Voilà, souvent, investir dans des startups, soit tu es un business angel, tu as beaucoup de surface financière, tu as un gros réseau, on te donne des deals intéressants. Ça, je veux dire, ils vont même pas regarder ce podcast. Je pense qu'ils connaissent très très bien leur sujet. Tu vois ce que fait un peu Xavier Niel. Oui. Soit si tu es un petit porteur, vraiment fuis ce genre de truc parce que tu vas payer des frais astronomiques et tu vas prendre des risques énormes. Et c'est pas ça la philosophie du bon investissement en private equity. Donc ce que je recommande plutôt, c'est pas d'essayer de se comporter comme un gérant de private equity qui va essayer d'analyser le business model alors que tu n'as accès à rien comme info. C'est plutôt de faire confiance à des gérants. Donc des gérants qui vont gérer un fonds de private equity. Donc eux, ce qu'ils vont faire,
ils ont plein de deals qui arrivent. Ils vont pouvoir aller dans l'entreprise, parler aux dirigeants, les rencontrer, regarder les comptes, camper chez eux des semaines, des mois, voir comment ça marche et se dire ok, on investit sur cette boîte parce que notre équipe d'analystes a repéré un vrai potentiel, tu vois. Donc c'est un vrai métier, le private equity. D'ailleurs, c'est hyper exigeant comme secteur. Et ça, c'est automatique, ils le font tout le temps quand ils créent un fonds en private equity. Oui, ouais. Quand ils créent un fonds de private equity, ils ont un énorme entonnoir. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être des centaines de boîtes à analyser et ils vont en sélectionner un petit pourcentage. Et donc là, ils font une vraie analyse que toi, tu ne peux pas faire. Et l'intérêt donc, de ces fonds, c'est ça, premièrement, c'est que tu fais confiance à un professionnel qui va gérer le portefeuille pour toi, qui va gérer à l'achat, qui va donc acheter au bon prix, bien négocié, etc. Qui va gérer pendant la durée, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mais il y a tout un aspect où quand tu es un fonds de private equity, notamment LBO, tu deviens actionnaire majoritaire de la société. Ok. Tu peux restructurer au niveau du management, tu es décideur à ce moment-là, tu fais ce que tu veux. D'accord. Donc, toi, tu as des procès-verbaux, des assemblées générales et tu viens et tu peux décider? Ah oui, ils deviennent majoritaires, donc c'est les actionnaires principaux de la société. Et là, ils font tout pour générer un maximum de valeur pour la boîte, augmenter les bénéfices, etc., pour ensuite bien la revendre. Voilà, donc tout ça, toi, tu peux pas le faire toi-même, en fait. Et en plus, LBO, il y a le L qui veut dire leverage, ça veut dire qu'ils utilisent du crédit. Il y a un effet de levier là-dessus. De levier, oui. Tout ça, tu peux pas le faire toi-même. En gros, soit tu as accès à des startups, et souvent, c'est des deals un peu pourris avec énormément de frais. Moi, je ne recommande pas. Soit tu fais confiance à des gérants qui vont faire les choses professionnellement pour toi, qui vont prendre des frais, certes, mais moi, je suis très content de payer des frais s'il arrive à me générer 14% de performance annuelle. Évidemment. Et vous, chez S'investir, c'est ce que vous faites? Donc, nous, nos convictions, c'est de sélectionner les meilleurs fonds de private equity, de dire à nos clients, n'investissez pas dans des startups, ou alors une petite somme, en coup de cœur, comme un petit peu ce que j'ai fait. Mais la majorité, comme moi, du coup, comme ce que j'ai fait aussi, c'est des fonds. Et là, tu as des très, très bons fonds qui vont... Alors, du coup, on a parlé, des 4 segments du private equity. Oui. Le segment le plus intéressant, c'est ce fameux LBO. LBO. C'est 50%, non? C'est à peu près la moitié Des deals en private equity, de toute façon, les deals sont plus importants. Alors, je n'ai pas les chiffres de combien est investi dans chaque segment, mais souvent, les deals en LBO sont aussi plus importants parce qu'il y a l'effet de levier, parce qu'ils deviennent majoritaires de la boîte, etc. Mais le LBO, c'est historiquement le segment qui a généré le plus de performance et pourtant avec un risque plus mesuré que les autres segments. Donc, c'est vraiment le meilleur du private equity se situe là. Et là, tu n'y as accès que via des fonds. Okay. Tu ne vas pas toi-même aller voir la banque. Oui, c'est ça que j'avais demandé. Faire un crédit, racheter une boîte complètement, la gérer toi-même. Non, c'est clair. Mais la banque propose du private equity? Alors, la banque peut proposer du private equity vraiment à la marge. À la marge, ouais. Les banques privées peuvent le faire. Mais sinon, les conseillers en gestion de patrimoine, les family office, les banques privées peuvent proposer du private equity. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que le private equity apporte que les autres investissements n'apportent pas, selon toi? Vraiment, l'élément différenciant du private equity, c'est les performances. C'est la classe active la plus performante historiquement. Donc, si tu vas sur du private, c'est avant tout pour ça. Hein. C'est avant tout pour ça. Évidemment, quand tu es un investisseur, tu attends un retour sur investissement. Oui, et finalement, peu de charge mentale, puisque si c'est quelqu'un qui gère... aussi, ouais. Parce que l'immobilier, ça peut rapporter en termes de rendement, mais par contre, en termes de charge mentale, il y a quand même un peu de charge mentale à gérer ses biens. C'est assez chronophage. Donc, il y a peut-être cet aspect-là aussi. Oui, tout à fait. Après, ça, c'est pas propre au private equity, puisque les SCPI, zéro charge mentale, la bourse également, avec des ETF, zéro charge mentale, enfin, tous les placements financiers aujourd'hui,
tous les meilleurs placements financiers ne prennent aucune charge mentale. L'immobilier, l'immo physique, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, mais c'est pas financier, quoi. C'est physique. Et c'est quoi les frais d'entrée ou les frais de gestion sur du private equity? C'est quoi? Alors, frais d'entrée, nous, on ne pratique pas de frais d'entrée quand on commercialise, quand on distribue à nos clients du private equity. En fait, c'est à la main du family office, de la banque privée. Voilà. Il y en a qui pratiquent. Ça peut aller de 0 du coup à 5%. Nous, on donne accès aux meilleures conditions du marché, c'est pas de frais d'entrée. Donc en général, quand tu investis sur du private equity, si tu fais bien tes comparatifs, tu n'as pas de frais d'entrée. Ensuite, il y a les frais de gestion. Donc là, les frais de gestion, c'est autour de 2-3% par an. Et ça, c'est beaucoup. Les gens qui analysent les frais, qui investissent par exemple en ETF et qui sont habitués à du 0,2% par an, quand ils entendent du 2-3, ils se disent non, c'est beaucoup trop, j'y vais pas. Et comme on disait tout à l'heure, moi, si on me prend 3%, mais on me génère 14% annuel, net de frais, mais je dis merci. Et si vous voulez prendre 4 pour me rapporter 15, je signe. Donc ça, c'est la norme dans le private equity. Pourquoi ces frais, pourquoi c'est assez élevé? On le disait, le leverage buyout, LBO, ils doivent aller camper dans les sociétés, analyser. Une fois qu'ils ont la société, ils doivent restructurer. C'est énormément de travail. On ne se rend pas compte. Donc, tout travail mérite salaire. Oui, ça demande des frais. Et puis, tu as le fameux carry interest aussi dans le private equity. En général, ça, c'est vraiment la norme aussi du marché. Les fonds prennent 20% de la performance. Mais encore une fois, quand on te délivre 14% annuel, net, les frais sont déjà pris en compte. Voilà. Et donc, le carry interest, ça, c'est un truc vraiment propre au private equity. Parfois, tu le retrouves sur des fonds boursiers. Tu te dis, mais pourquoi ça existe? Parce que les fonds boursiers, ils font rien ils achètent des actions, ils les possèdent. Ils sont pas majoritaires de la société. Ils ont juste ça en portefeuille. Ils laissent ça et puis ils continuent d'acheter. Voilà. Le fonds de private equity, il y a un énorme travail derrière, donc c'est justifié. Et donc ce carry interest, donc 20%, et très souvent ça va à l'équipe du fonds qui du coup est hyper intéressée pour que ils apportent le maximum de performance. Tu vois, si l'investisseur gagne, eux ils gagnent. Donc il y a un alignement des intérêts comme ça. Donc ça c'est 20%, c'est aussi beaucoup, mais encore une fois, performance du fonds, elle est nette de frais à la fin. Et si tu as 13 ou 14 ou 15 ou plus, c'est génial. Il faut y aller, quoi. Et comment tu trouves aujourd'hui, en tout cas la personne qui regarde le podcast, comment elle trouve le meilleur fonds en private equity? Comment elle fait par quoi elle commence finalement? Ouais, alors c'est une question complexe parce que aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'offres. Il y a un tas d'acteurs sur le private equity, de fonds. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans l'assurance vie, en direct. Donc l'idée, c'est un peu de tout analyser. Nous, du coup, ça, c'est notre travail. C'est-à-dire que nous, on a discuté avec l'ensemble des sociétés de gestion de fonds en private equity. On regarde leurs convictions, on regarde ce qu'ils ont en portefeuille, leur diversification. On analyse aussi leurs frais, on analyse leur équipe. On regarde vraiment, voilà, et puis on essaye de comparer. Et très souvent, ce qui compte le plus en private equity, c'est le réseau. Parce que, donc, ces gérants, s'ils font de bons fonds, c'est qu'ils ont eu des bons deals à la base. C'est qu'ils ont eu des bonnes opportunités d'investissement. Et ça, dans le monde du private equity, justement, private, c'est privé, c'est pareil. C'est-à-dire que pour avoir accès à des bonnes opportunités, il faut vraiment être dans le milieu et l'entrepreneur qui se dit moi, j'aimerais bien lever des fonds, on va lui recommander un tel, on va lui recommander un tel. Et donc, c'est le réseau qui compte. Donc, aujourd'hui, nous, en tout cas, ce qu'on a trouvé comme étant les meilleurs fonds, c'est des gens, ils sont dans le private equity depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc ça aussi, c'est un critère à regarder. Et donc ça, c'est un peu tout notre plus-value aussi, donc d'analyser. Et puis souvent,
souvent, ce qu'on fait, c'est pas souvent, c'est tout le temps même, c'est qu'on ne fait pas investir dans un seul fonds, comme on disait tout à l'heure, plusieurs fonds, puis plusieurs fois par an, sur plusieurs années, plusieurs points d'entrée. Voilà. Mais quelqu'un qui veut faire les choses lui-même, donc comme je disais, soit il a plus de 100 000 euros à investir en private equity. Là, il faut qu'il se renseigne avec des sociétés, avec des fonds, donc on appelle ça des FPCI, peu importe, mais donc il y a Altaroc, Ark Invest, Opal Capital, voilà, il y en a plein, voilà, il faut qu'il regarde ça. Et celui qui veut faire les choses lui-même en assurance vie, là déjà il faut sélectionner la meilleure assurance vie. Donc là il faut d'abord qu'il compare les meilleures assurances vie. Et une fois qu'il a la meilleure assurance vie, là il a plusieurs fonds à l'intérieur. Et là il peut regarder donc ce qu'on appelle les FCPR. Donc c'est le type de fonds que tu retrouves. Et là aussi il faut qu'il analyse tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, c'est quand même hyper complexe en fait. Oui, ça c'est complexe. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir analyser ou à savoir où regarder en tout cas pour jauger quelle est la meilleure, si ce n'est regarder les performances, mais je sais pas si c'est forcément indiqué. Alors ça peut être indiqué, mais c'est pas forcément le meilleur indicateur parce que en private equity, il y a quelque chose qui s'appelle la courbe en J. Au début de l'investissement, très souvent, tu as investi 1000, ces 1000 ils vont devenir 900, 800, 700. Parce qu'en fait, au début, les entreprises, elles investissent. En fait, tu es en train de perdre un petit peu de la valeur. Et pourquoi en J ? Parce qu'après, c'est censé remonter comme ça. Et donc, si tu vois un fonds qui est en train de perdre de l'argent, tu te dis, mais c'est peut-être pas un bon. Et peut-être qu'après, il va exploser tous les autres fonds parce que sa courbe en J, elle sera exceptionnelle. Donc, il ne faut pas regarder. La performance, ce n'est pas le bon indicateur. Oui. Donc, il n'y a pas forcément, pour un non-sachant, c'est compliqué de savoir comment ça va performer justement sur la durée. Ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Voilà, il faut regarder plutôt les indicateurs que je citais précédemment, mais oui, c'est pas évident. De toute façon, c'est un peu partout pareil. Quand tu investis en bourse, tu vas sélectionner peut-être les meilleurs ETF. Tu en as 13 000 aujourd'hui des ETF. Ah, c'est énorme. Quand tu veux investir en SCPI, aujourd'hui, tu as plus de 200 SCPI qui existent sur le marché. Donc voilà, c'est un peu comme tous les investissements. Ouais. Il faut s'éduquer financièrement, se former, bien comprendre, bien analyser, bien comparer, ou bien faire confiance à un CGP qui va t'expliquer pourquoi c'est les meilleurs choix et qui va faire le travail un peu à ta place. Et on parlait de diversification, justement. Toi, tu recommandes quoi comme diversification au niveau du patrimoine ? Quel conseil tu pourrais donner justement pour diversifier ton patrimoine ? Alors, moi, je prône une large diversification. Large, ok. Voire très large. Pourquoi ? En fait, ça a été montré que ce soit dans le venture capital, quand tu investis en start-up, il faut avoir des centaines de boîtes pour pouvoir lisser. Et tu as quelques sociétés en portefeuille qui vont devenir des pépites et qui vont exploser, et c'est elles qui vont porter ton portefeuille vers le haut. C'est pareil dans l'art. Dans l'art, tu regardes les meilleurs investisseurs dans l'art, ils achètent des centaines, voire des milliers d'œuvres d'art. Ils ne savent pas lesquelles vont exploser, mais ils savent que comme ils en ont beaucoup, à l'intérieur, il y en a forcément qui vont prendre énormément de valeur. Et c'est ça qui va faire la performance du portefeuille. En bourse, c'est exactement la même chose. En bourse, il y a une asymétrie des rendements. Tu as la grande majorité des entreprises qui ne génèrent pas beaucoup de valeur, pas beaucoup de performance. Et puis, tu as une petite partie qui va exploser, qui va tout exploser. Si tu l'as pas, cette petite partie, tu vas avoir des performances très médiocres en bourse. Pour être sûr de les avoir, tu es obligé d'avoir toutes les entreprises. Et c'est notamment grâce aux ETF que tu peux te permettre d'avoir une très large diversification. En private equity, pareil. L'idée, c'est pas de miser sur une startup. Tu vas investir dans des fonds et même plusieurs fonds. Et même parfois des fonds de fonds. Oui, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Et puis ensuite, donc, au sein en fait, de chaque classe d'actifs, moi, je prends une large diversification. Autre exemple, les SCPI. Les SCPI qui se sont cassés la figure en 2023, même un peu 2024, c'est des SCPI qui n'avaient investi que dans des bureaux à Paris, typiquement.
Ouais, Et elles ont fait la une des médias, des journaux, tout le monde tapait sur la SCPI, pendant que d'autres, qui avaient des biens dans toute l'Europe, qui avaient des centaines de biens, ne se sont pas du tout cassé la figure. Certaines même ont augmenté le prix de leur part. Donc, tu en as qui perdaient 30%, et il y en a d'autres, dans une insolence absolue, augmenté de 1, 2%. Mais non, les gars, ça se passe bien, vous êtes où? Parce qu'ils avaient bien diversifié. Ouais. Et donc, en fait, au sein de chaque classe d'actifs, moi, je prends une diversification large. Et ensuite, dans ton patrimoine, tu dois avoir aussi plusieurs classes d'actifs. On le disait tout à l'heure, pour décorréler. Et si tu as 100% en bourse, tu peux très très mal dormir la nuit. Moi, je suis un fan absolu de la bourse. C'est une de mes convictions profondes. Mais j'ai vraiment pas 100% en bourse. Et ça serait quoi la répartition en pourcentage justement sur les types d'actifs que tu conseilles? Alors, voilà, quand tu as 100 euros, tu vas pas complexifier, avoir toutes les classes d'actifs, ça sert à rien. Non, c'est sûr. Mais 10 000 et 100 000, si on prend deux exemples un peu différents. Moi, je pense à 10 000 euros, tu peux avoir les deux piliers bourse, immobilier, donc SCPI, ETF, et ta partie épargne de précaution. De toute façon, ça, c'est vrai pour tout le monde. Épargne de sécurité, etc. Tu ferais 25, 50? Alors, avec 10 000 euros, je pense qu'il faut ton épargne de sécurité, si tu... Alors, ça dépend de ton profil, de dépenses, machin, mais je pense qu'il faut au moins 3 000 euros, 3 4 000 euros même. Donc, il te reste 6 000, on va dire. Bon, on va dire que l'épargne de précaution, tu l'as déjà. S'il te reste 10 000, tu vas mettre dans ces 10 000. Je pense que tu peux mettre... Alors, ça dépend aussi de ton profil, parce qu'il n'y a pas de réponse industrialisée, quoi. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de réponse standard. Si tu es à la retraite, complètement différent de si tu as 20 ans et tu as un horizon de placement de 30 ans, 40 ans. Donc, on va dire quelqu'un qui a 30 ans. Ouais. Il a 10 000 euros. Il a 30 ans devant lui pour préparer sa retraite. Donc, il va investir sur des classes d'actifs long terme qui sont les plus rémunératrices. Typiquement la bourse. Donc, je pense qu'il peut au moins mettre 50% en bourse. Ok, 50. Donc, 5 000 euros sur ces 10 000. Il peut très bien mettre 30% de SCPI. Donc là, loyer régulier, revenus récurrents, ça permet aussi de bien dormir la nuit si la bourse tombe. Ouais. Diversification. Et il te reste 20%, tu peux mettre une petite partie peut-être en crypto, tu as 30 ans, tu peux, si tu as une appétence pour ça, peut-être 5%, tu peux mettre peut-être les 15% restants, si c'est OK pour toi, en private equity. Là aussi, tu es très long terme et tu vas chercher de la grande performance. Si tu as 100 000 euros, ça peut être à peu près la même chose. Et que tu as toujours 30 ans. Et que tu as toujours 30 ans, ça peut être à peu près la même chose, 50% en bourse, 30% en SCPI, un petit peu en crypto, un petit peu en private equity, ça peut tout à fait être la même chose. Nous, on va dire que nos clients, de toute façon, notre cabinet, c'est à partir de 100 000 euros. De liquidité à investir avec nous. Et nous, on a plusieurs briques. Donc, on a la bourse, on a plusieurs convictions. Bourse, SCPI, private equity. On n'en a pas parlé, mais c'est tout un sujet aussi private debt, donc de la dette privée. Tu joues le rôle de la banque pour des entreprises non cotées. C'est une super classe d'actifs également. Pour les stocks, les choses comme ça, non? En fait, pour financer leur activité, mais non pas via des levées de fonds, mais via du crédit. Ok. Tu joues le rôle de la banque. Donc, dette, infrastructure. Donc là, tu finances des ponts, des panneaux solaires. Là des aussi, autoroutes. Oui, voilà. C'est une super classe d'actifs aussi, un très bon ratio rendement-risque. On fait un petit peu de crypto, on a une légère conviction dessus, pas plus de 5% de ton patrimoine. Il y a des gens qui refusent et c'est OK, hein, c'est un peu facultatif, on va dire, ça, ce point-là. On met du fonds euro, partie capital garantie, ça c'est très intéressant aussi. Globalement, tu es rémunéré aujourd'hui à 2 fois ton livret A. Donc tous ceux qui ont besoin de liquidité à court-moyen terme, c'est aussi un bloc chez nous qu'on met souvent. Et voilà, globalement, ça c'est nos classes d'actifs phares qu'on adore, qu'on met dans les portefeuilles clients. Et il y a des choses aussi, on a des convictions. Il y a des classes d'actifs qui sont, selon nous, complètement pourries, très médiocres, qu'on fuit absolument. C'est-à-dire tu sais, des choses très exotiques qui ne génèrent pas de valeur.
comme typiquement, alors, il y a des plateformes aujourd'hui spécialisées sur le vin. Énormément de frais, il y a de la fiscalité. C'est pas productif de valeur, tu vois, quand tu investis dans des boîtes. Ça génère des bénéfices. Oui. Ça crée de la valeur à long terme. Le vin, c'est un actif un peu spéculatif. S'il prend de la valeur, c'est pas parce que le vin a généré des dividendes ou des bénéfices, quoi. C'est juste parce que ça cote plus aux yeux des investisseurs. Et selon nous, le vin, soit tu t'y connais, tu achètes tes bouteilles toi-même et tu connais très très bien le marché, soit fuis absolument ce placement qui n'a aucun intérêt quand on sait faire toutes les autres briques qu'on connaît à côté là, et qui génèrent déjà des performances incroyables et très très bonnes. Pourquoi on va s'embêter avec ce genre d'actifs, tu vois? Mais finalement, l'art, c'est un peu pareil, si tu t'y connais. Voilà, l'art, c'est pareil. L'art, on le classe dans la même catégorie que le vin. Nous, on n'a absolument aucune conviction là-dessus. Soit le client, il s'y connaît, il y en a. S'il nous demande, on dit non, nous, on ne sait pas faire. Et même, on est un peu contre ça, vu le panel déjà qu'il y a et qui rémunère déjà très bien. Les métaux précieux, très spéculatifs. Il y en a qui adorent l'or. Ouais, j'allais te dire, tu conseilles pas l'or? Si tu regardes l'or, tu regardes les performances historiques, tu es à 1% depuis 1800. Depuis 200 ans, tu es à 1% annuel net d'inflation de performance. Ça ne génère pas de valeur, l'or, sur le long terme. J'allais en acheter, donc parce qu'il n'est pas productif. Non, mais il n'est pas productif de valeur. Il ne génère pas du cash flow comme les entreprises, ou tu n'as pas des intérêts comme la private debt. Voilà. Maintenant, tu peux avoir une partie. Alors, nous, on est OK d'avoir une petite partie parce que ça peut être un actif de diversification intéressant, mais il faut voir ça comme une assurance, quoi. C'est pas quelque chose qui peut générer de la valeur sur le très long terme. Voilà. Ça peut monter quand il y a des périodes d'inflation, d'instabilité financière, politique, etc. Ça peut prendre de la valeur, mais sur le long terme, si tu le gardes sur la durée, ça va pas te rapporter beaucoup. Il y a des moments où ça peut être un actif intéressant à aller saisir, mais pas sur le long terme, quoi. Sur le long terme, une petite partie de ton patrimoine, mais pas plus. Ok, merci en tout cas. On arrive à la fin déjà. On peut te retrouver où si justement les gens qui regardent veulent avoir plus d'informations sur tes services, les services de S'Investir Conseil? Alors sur s'investir.fr, sans apostrophe. Sur YouTube, S'Investir ou Mathieu Louvet. Et sur tous les autres réseaux. Yes. Bon, merci en tout cas. Et puis, on se voit vendredi du coup. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci.